J'ai regardé vite fait sur Twitter, j'ai vu qu'Emmanuel Bompard, il a fait une interview ce matin sur CNews. Question simple, hein. Est-ce qu'Emmanuel Bompard, il a été bon? Je pense que oui. Est-ce qu'il s'est planté? Je pense que non. On va aller analyser ça ensemble, tranquille. Bompard qui fait, il va faire de son maximum. Il va faire de son maximum, bien sûr. Sur Bien CNews et sûr. Europe 1, c'est Manuel ça Bompard. a Bonjour lagué, à là. vous, coordinateur de Ça la a France lagué, frère. Insoumise. D'abord, évidemment, l'économie. Nous allons vivre probablement un choc pétrolier, le 4e depuis 1973, avec une répercussion dès ce week-end sur les prix à la pompe. Je ne sais pas si vous avez une voiture, si vous J'en ai faites ça une, de temps en temps. même si je l'utilise pas souvent, et je pense que tout le monde a observé effectivement l'augmentation des prix. Vous avez vu à quel prix sont les J'ai vu litres que de gazole, par le gazole exemple a augmenté de 30 centimes, quasiment le litre. Ça dépend évidemment des stations-service. Donc bien sûr qu'il faut agir sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Manuel Bompard? Vous proposez, je crois, un blocage des prix à la pompe. Bien sûr. En quoi est-ce que ça serait efficace? Ça serait efficace puisque ça permettrait de bloquer les prix au niveau auquel ils étaient avant ce qu'on observe là, qui sont en vérité des mécanismes de spéculation. Et c'est la seule solution qui permet de protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Donc vous bloquez les prix, vous avez la possibilité de le faire. Il y a un décret qui peut être pris en vertu d'un article du Code du commerce. Et c'est la seule solution possible, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il propose pour l'instant? Rien. Il nous dit on va faire 500 contrôles, il y a plus de 10 000 stations-service en France, ça ne sert strictement à rien. C'est trop tôt pour des mesures d'accompagnement du pouvoir d'achat des Français. Les Français, ils sont impactés déjà par ces problèmes de pouvoir d'achat. C'est peut-être trop tôt pour le gouvernement, mais pas pour les gens qui sont déjà obligés de se serrer la ceinture sur la base d'une guerre sur laquelle évidemment ils n'ont aucun poids et aucune responsabilité. Donc bien sûr qu'il faut agir et il faut le faire tout de suite. Et j'entendais le Rassemblement national dire non, monsieur Bardella, c'est pas ça qu'il faut faire. Écoutez, il faut baisser. Eux, ils proposent une baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur le prix du carburant. Sur l'augmentation du prix, mais alors d'abord c'est inefficace. Vous savez, quand il y a eu une baisse de la TVA sur la restauration, 90% de la baisse n'a pas été répercutée sur les prix. Donc, c'est inefficace. Deux, ça ne marche pas non plus parce que c'est 20% l'augmentation des taxes. Sur l'augmentation du prix, les taxes, c'est 20%. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une augmentation de 30 centimes sur le prix du gasoil, vous aurez une augmentation de 24 centimes. Et puis surtout, de la part de monsieur Bardella et du Rassemblement national, son objectif, comme toujours, c'est de protéger les grands distributeurs, les géants du pétrole, Total, qui se fait des milliards. Mais évidemment. Ouais, fut un temps, les amis, on faisait notre plein, on en avait pour 40 euros. 40 euros, ouais. Fut un temps. Rennes est le protecteur du absolument. multinational. Quand vous refusez de bloquer les prix, les seuls que vous ne voulez pas mettre à contribution, c'est-à-dire vous mettez à contribution les gens, parce que le prix va augmenter de 24 centimes, vous mettez à contribution l'État, puisque c'est moins de recettes fiscales pour l'État, les seuls que vous ne touchez pas, que vous ne mettez pas à contribution, c'est les géants de la distribution du pétrole qui se font des profits gigantesques sur cette spéculation et que vous ne mettez pas à contribution. Monsieur Bardella les protège. Et moi, je veux protéger les Françaises et les Français. Manuel Bompard, si on bloque les prix, c'est l'État qui doit compenser intégralement donc les pertes des distributeurs, des raffineurs. Vous avez chiffré? Mais non, c'est absolument pas l'État, pardonnez-moi de vous le dire, qui doit compenser. C'est les distributeurs qui sont contraints de ne pas pouvoir vendre le pétrole, le carburant, le gaz, l'électricité. Manuel Blocard. Il a tort là-dessus, tu peux baisser la TVA en contrôlant les prix, mais la gauche aime bien encourager à prendre les transports publics. Mais pourquoi ce serait une mauvaise idée de... Ce serait une mauvaise idée de prendre les transports publics. Et là où il a raison, les amis, désolé, Manuel Blocard, je suis désolé, l'État ne va pas payer la différence. Moi, je le comprends comme ça. Corrigez-moi si je me trompe. Pour moi, le blocage de prix, ça ne veut pas dire que l'État va payer la différence. Ça veut dire qu'on interdit aux distributeurs d'augmenter leurs marges pendant cette guerre. Ça a été expliqué tout à l'heure sur France Télévisions. Manuel Bompard l'explique encore. Aurélie Trouvé l'avait expliqué tout à l'heure. Faut m'expliquer en quoi les blocages des prix, c'est de la merde. Elle a dit tout à l'heure que la Croatie, je crois que c'était la Croatie l'a fait. Les Croates, on salue les Croates, on salue... allez, trouve un joueur footballeur croate do Flamingo, Rakitic, ouais. Un attaquant de Flamingo, j'en ai pas d'attaquant, j'en ai pas. Modric. Oui, donc la Croatie l'a fait. La France l'a fait pendant le Covid avec le gel hydroalcoolique. Elle l'a dit tout à l'heure aussi, Aurélie Trouvé. Pour moi, la véritable question, c'est pourquoi on ne le fait pas en fait? Pourquoi la France ne le fait pas? Vu que l'État ne paiera pas la différence. Vous posez la question à Macron. Ça entraînera des pénuries peut-être.
Absolument C'est pas. le risque. Écoutez, la Croatie vient d'annoncer Mandzukic. La qu'elle allait Hongrie. le faire. Le La même Hongrie, de Monsieur Orban. vous voyez. Que vous n'aimez pas. Monsieur Bardella, Voilà. il ferait mieux peut-être sur ce coup-là, au moins d'écouter Monsieur Orban. Mais attendez, franchement, vous savez qu'en France, on fait des blocages des prix. On l'a fait pendant le Covid sur le prix du gel hydroalcoolique. Voilà. Il n'y a pas eu de pénurie. Les gars, waouh, je n'ai pas vu la vidéo, hein. Je n'ai pas vu la vidéo, frère. Waouh. Je fais de la politique, moi aussi, je sais, j'ai anticipé, c'est tout, les gars. Les 90 aussi, au moment de la guerre. Pendant la première guerre du Golfe, il y a eu 5 semaines pendant lesquelles on a bloqué les prix du carburant. C'est une mesure très simple à mettre en place. Et honnêtement, elle protège le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et vous demandez pas un pense que chèque la énergie priorité. pour aider les Français, comme ça a été le cas Mais en fait, il y a si vous quelques années. bloquez les prix du carburant, du gaz, de l'électricité, vous allez non seulement aider les particuliers, en plus vous allez aider les petites et les moyennes entreprises, les artisans, les boulangers. On sait que par exemple, quand le prix de l'électricité augmente fortement, c'est les Garde ton boulangers chèque. qui se retrouvent dans la difficulté. Et au moins, vous n'avez pas besoin de débloquer des chèques énergie. Parce que débloquer des chèques énergie, c'est faire payer le budget de l'État. Et faire payer le budget de l'État, ça se répercute ensuite, évidemment, dans des coupes, comme on a pu le voir lors du dernier budget, sur la santé, sur l'éducation nationale, 4000 postes supprimés. Sur tout ça. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est mettre à contribution les grandes multinationales qui s'enrichissent sur le dos des Françaises et des Français. oui. Comment vous pouvez accepter l'idée Pas accepter ça, mais je suis désolé, l'argument de Manuel Bompard, il est béton, mon gars. Dans ce bordel, dans cette crise, dans cette guerre, c'est uniquement Total qui ne va jamais payer. C'est tout le monde qui paye, sauf les géants. Sauf les géants pétroliers, gros. C'est toujours la même chose, putain. dans une situation comme celle-ci, tout le monde doit se serrer la ceinture. C'est Les ça gens qu'il faut qui galèrent écouter. déjà beaucoup vont plus pouvoir remplir leur voiture, mais les seuls qui vont s'en mettre plein les poches, c'est des grandes entreprises qui ont déjà fait des records Voilà. de profit après la guerre en Ukraine. Ça, c'est inacceptable, évidemment. Manuel Bompard, on est sur CNews et Europe 1. Emmanuel Macron a annoncé hier le déploiement d'une force défensive dans la région en Méditerranée orientale pour éventuellement aller vers le détroit d'Ormuz. 8 frégates, 2 porte-hélicoptères, le Charles de Gaulle. Il assume qu'il s'agisse d'une mission pacifique et défensive. Est-ce que vous le pensez ? Je vois pas comment on peut faire une mission défensive pour débloquer. Attends quoi? Un grand nombre de députés a des actions dans ces grands groupes et attendent leurs dividendes. Ça peut se vérifier, ça, hein. Qu'il y a des députés qui sont peut-être actionnaires de Total, ils attendent de récupérer le pactole à la à la date de quand ils vont distribuer les dividendes. Ça se vérifie, ça, ou pas? Est-ce que ça peut se vérifier, ça? J'aimerais bien... Est-ce que je peux trouver l'information? Le détroit d'Ormuz, qui est partagé entre des eaux territoriales qui, pour partie, Pour l'instant, sont sur la marine l'Iran. française n'est pas dans le détroit d'Ormuz. Voilà, Elle est en donc, Méditerranée orientale. oui, mais donc je ne comprends pas ce que ça veut Pas la même dire. chose. Donc je pense que Alors, d'après Mediapart, donc c'est un article qui date de 2023, les amis. 2023, d'après Mediapart, ils sont une vingtaine issus des rangs de la majorité de droite, d'extrême droite ou même de socialistes, que ce soit députés, sénateurs ou ministres, ils détiennent des actions dans le groupe pétrolier Total Energy. Viens. Yael Braun-Pivet détient aussi des parts chez Total. Tiens, ça m'énerve les gars, ça m'énerve. C'est toujours la même chose les gars, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil avec ces enculés, putain. en tout cas, moi, ce à quoi j'aspire, pour les raisons qu'on a évoquées avant, c'est-à-dire les conditions économiques et évidemment protéger les populations civiles en Iran, au Liban, c'est que la France doit agir pour un cessez-le-feu global, immédiat, le plus rapidement possible. Et peut-être aussi pour protéger ses propres ressortissants, 400 000 dans la région du Golfe, éventuellement les évacuer. Évidemment, mais le mieux pour protéger tout le monde, c'est le cessez-le-feu, madame. Si vous obtenez le cessez-le-feu, alors vous protégez vos ressortissants et vous protégez l'ensemble des populations civiles. Parce que sinon, on est aujourd'hui face à un risque d'escalade. Donc la France doit condamner une guerre qui est une guerre illégale au regard du droit international, et la France doit agir pour le cessez-le-feu. Vous avez entendu l'appel du président de la République libanais qui appelle la France à lui venir en aide. Vous avez déjà plus de 500 000 Libanais qui sont obligés de se déplacer. C'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Pourquoi ils ont été obligés de se déplacer? Parce que le Hezbollah a tiré sur Israël au lendemain de la mort de l'ayatollah Khamenei. Alors je crois pas, madame. Si, je crois, moi, monsieur. Ah bon? Oui. Alors vous connaissez bien la situation. Vous êtes allé au Liban? Attendez, moi personnellement, je suis pas allé au Liban, mais mon collègue Arnaud Le Gall, qui préside la commission parlementaire. Attendez, madame, moi je suis allé. Je pose des questions. C'est pas parce que je ne suis pas allé que je ne connais pas la situation. Est-ce que vous savez que depuis le cessez-le-feu qui a été passé à la fin de l'année 2024, il y a eu 1800
violation du cessez-le-feu avant tout tir du Hezbollah de la part de l'armée israélienne de ce cessez-le-feu et de cet accord de cessez-le-feu. Qui a ouvert le feu après la mort de l'ayatollah Khamenei sur Israël? Il y a eu des attaques du Hezbollah. Non, madame, il y a eu des attaques du Hezbollah qui, avant la mort de l'ayatollah Khamenei, a violé le cessez-le-feu 1800 fois, madame. C'est le gouvernement israélien. Ça, il faut le retenir. Donc, ok, vas-y. Je pars du principe, j'ai envie de partir du principe, les amis, que le Hezbollah a tiré en premier. Bon, il n'y a pas de souci. Manuel Bompard, il dit non. En fait, sur le fond, il se complique un petit peu la vie. Moi, ce que je retiens, c'est que même si le Hezbollah a tiré le premier, il ne faut pas oublier quelque chose de très clair, les amis. Oui, il y a eu 1800, il a dit quoi, 1800 ou 1600 1800 violations du cessez-le-feu par Israël. Avant tous les tirs du Hezbollah, Iran, ou je ne sais pas quoi, les gars, tous les conflits, hein. Tous les conflits, elle entend ce qu'elle veut, mais oui, 1800! Vous vous rendez compte de 1800? Je sais même pas si la Russie a violé 1800 fois les cessez-le-feu. Je sais même pas, les mecs, contre l'Ukraine. Hein. Je sais même pas. Je sais même pas. Faudrait documenter ça. C'est même pas la France Insoumise qui le dit. Hein. C'est les observateurs de l'ONU qui t'expliquent qu'il y a eu 1800 violations de cessez-le-feu. Il faut le dire. Il aurait pas dû se défendre sur ça, Manuel Bompard. Il aurait dû attaquer. Fallait lui attaquer, lui arracher ses dents à cette vipère, putain. Mais comment elle a switch d'un coup de ton, c'est une folie de fleur. Après, bienvenue Kasdal, mais bienvenue sur la chaîne de Bolloré, quoi. Bienvenue. Donc vous pouvez, si vous voulez, essayer de donner une quelconque légitimité à une guerre qui n'en a absolument aucune. Je rappelle les faits, monsieur Madame, Bompard. Je rappelle les faits. Il y a des frappes américaines et israéliennes sur Téhéran. Les faits, est-ce que ce que je viens de dire est faux? Le Hezbollah a attaqué Israël. Madame, ce sont les faits. Madame, je suis désolée. Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Est-ce qu'il y a eu 1800... Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Non, mais vous voulez les faits. Est-ce qu'il y a eu 1800 violations du cessez-le-feu par le gouvernement israélien depuis l'accord de cessez-le-feu signé à la fin de l'année 2024? En réponse à des attaques, évidemment, comme toujours. Non, absolument. Comment ça, en réponse à des attaques? On vient de t'expliquer qu'on a un pays qui s'appelle Israël. Je sais même pas si c'est un pays, frère. Bref, l'entité sioniste qui a violé 1800 fois un cessez-le-feu. Waouh, ça t'intéresse pas, cette information? L'information t'intéresse pas du tout, genre. Ton sourire veut te dire, elle a vendu son âme, la Ferrari, elle a vendu son âme, frère. Elle a vendu son âme, mon gars. Absolument pas, madame. Absolument pas. Pardon, vous voulez parler des faits. Là, en l'occurrence, vous ne parlez pas des faits. Bref, laissons de côté, si vous voulez, les responsabilités. Ce que l'on doit faire, c'est obtenir le cessez-le-feu le plus rapidement possible pour protéger les populations civiles iraniennes qui sont massacrées par le régime des mollahs. Mais les populations civiles iraniennes doivent évidemment être protégées contre la répression du régime et contre les bombardements. Parce que quand vous avez des frappes américaines qui frappent une école dans laquelle vous avez 150 écolières qui sont tuées par des frappes américaines, il faut aussi les protéger, vous comprenez? Et personne ne croit, madame, ou alors vous n'avez tiré aucun enseignement de ce qui s'est passé en Irak, de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui s'est passé en Afghanistan. Personne ne croit que vous allez libérer une population par une intervention militaire extérieure. Je pense que l'histoire nous l'a amplement démontré. Donc si vous voulez, y compris protéger les populations civiles qui sont victimes de la répression du régime, vous ne leur rajoutez pas des bombardements d'armées étrangères. Est-ce que la France insoumise soutient le peuple iranien ou le régime théocratique islamique? On se pose la question à Marseille. Jean-Luc Mélenchon a dit « Ils ne vaincront pas l'Iran ». Il espérait que le régime s'effondre. Il ne s'est pas effondré. Est-ce que c'est non, mais je vous pose la question très tranquillement. Est-ce que c'est un soutien à la République islamique d'Iran? Absolument pas. Je vous réponds très tranquillement aussi. Depuis le premier jour, et vous avez cité Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon fait partie des personnalités politiques en France qui n'ont jamais soutenu le régime iranien. À l'époque où Jean-Marie Le Pen était fait invité d'honneur à l'ambassade d'Iran, Jean-Luc Mélenchon y combattait à ce moment-là, y compris le régime iranien. Moi, je fais partie d'un groupe parlementaire qui a parrainé des personnes qui étaient condamnées à mort en Iran. D'accord? Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Par contre, ce que je dis, c'est que vous n'obtiendrez pas la libération du peuple iranien par une intervention militaire. C'est le peuple lui-même qui doit se libérer. Évidemment. Sauf qu'il est désarmé. Et il faut l'appuyer, et il faut l'aider. Okay. Et on peut faire des sanctions qui touchent le régime. Mais en l'occurrence, ce n'est pas par ce moyen-là que vous obtiendrez. Et d'ailleurs, ce n'est même pas... La question, je trouve la question, elle est tellement ridicule, les amis. Est-ce que tu soutiens le peuple iranien ou le régime théocratique des mollahs ou je ne sais pas quoi? On dirait une sorte de faux dilemme, genre. C'est la même question qu'on pouvait poser quand il y avait l'invasion en Irak. Putain, comment il s'appelle le mec déjà? Oui, Saddam Hussein.
Est-ce que vous soutenez Saddam Hussein ou le peuple irakien? Mais qu'est-ce qui s'est passé après, les amis? Regardez tout ce qui s'est passé après, le nombre de morts qu'il y a eu en Irak. On sait même pas si le pays il est vraiment démocratique ou pas, on n'en sait rien, c'est encore assez instable. Et derrière, on l'a vu lundi, on est mercredi, non, on l'a vu dimanche, je crois, dimanche. Frère, ça a expliqué sur mon chat, et j'étais déjà au courant avec les multiples reportages qu'on a vus, que derrière l'Irak, il y a eu Daesh, frère. Il y a eu Daesh derrière. Il y a eu Daesh. Donc, quand la France Insoumise te dit qu'on est opposé au bombardement militaire, c'est pas un soutien au régime. On te dit pas qu'on soutient le régime parce qu'on est contre le bombardement. On te dit littéralement que c'est une sorte de leçon d'histoire. De bombarder comme ça n'a jamais été une solution. Ça n'a jamais été une solution. Il n'y a que Sardoche qui pense que bombarder l'Iran, ça va libérer le peuple iranien. Il n'y a que Sardoche qui le pense. Il n'y a que Sardoche. Pitié, genre. Pitié. C'est un truc de fou. L'objectif de Monsieur Trump, qui le dit lui-même, qui dit que son sujet, ce n'est pas la démocratie en Iran ou un changement de régime. Vous le savez très bien. Comme Monsieur Trump est allé enlever le président du Venezuela et qu'une partie des gens en France, même lui, ne le disait pas, on fait semblant que c'était... C'est vrai, les mecs, c'est vrai que... comment il s'appelle? C'est vrai qu'on rentre dans le mois où Maduro est censé se faire juger par les Américains. On va suivre ça, je crois que ça commence au mois de mars, on est au mois de mars, on est le 10. J'ai pas la date exacte du jugement de Maduro, mais je vais me renseigner. Pour la démocratie vénézuélienne et qu'aujourd'hui rien n'a changé. La vérité, c'est que M. Trump ne s'intéresse qu'à une seule chose, essayer de mettre la main sur les ressources naturelles. Tout le monde le sait et personne ne croit qu'il est guidé par quelque volonté démocratique que ce soit. Donc, vous êtes peut-être dans la tête de Donald Trump, pas moi. Ah non, je prends ses déclarations, madame, je suis pas dans sa tête, je prends exactement ses déclarations et je regarde les faits tels qu'ils sont. Une dernière question concernant les déclarations de la France Insoumise. Rima Hassan dit « L'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de la fermer ». Est-ce que ça veut dire que c'est un soutien à la volonté connue des Iraniens d'éradiquer l'État hébreu de la surface de la Terre? Non, absolument pas, madame. Ça veut dire quoi, Israël a le droit de la fermer? Ce serait quoi la solution pour toi? Les gars, je vous ai déjà répondu que le droit à l'ingérence, quand ça concerne la politique, c'est pas ouf. Si tu veux intervenir dans un pays parce que tu n'es pas content de leur politique, c'est de la merde. C'est de la merde. La seule chose qui pourrait libérer les Iraniens, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un soulèvement populaire, les gars. Il n'y a que le soulèvement populaire. Je vous garantis que les Américains, ce ne seront pas les héros des Iraniens. Voilà, je le dis. Je vais refaire play, je vais juste répondre à une question, je vais juste retrouver la question parce que j'étais sur un viewer là. Les déclarations de la France Insoumise, Rima Hassan dit « L'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de la fermer ». Est-ce que ça veut dire que c'est un soutien à la volonté connue des Iraniens d'éradiquer l'État hébreu de la surface de la Terre? Non, absolument pas, madame. Ça veut dire quoi, Israël a le droit de la fermer? C'est une référence au fait que après les terribles attaques du 7 octobre, c'est ce qui a été utilisé pour justifier le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que ça veut dire très précisément. Génocide en cours à Gaza? Oui, bien sûr, oui. Bah, si vous ne croyez pas... Aucune des instances internationales... Il n'y a pas des commissions de l'Organisation des Nations Unies. Oh là là, en 2026, Laurence Ferrari, ça recommence, putain! Sur d'experts indépendants. Oui, sur d'experts indépendants. Donc ne dites pas aucune. Mandatés par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce qu'il y a des mandats de la Cour pénale internationale Pas pour génocide, monsieur, vous le savez parfaitement. Très bien, madame. Vous le savez pour parfaitement, crime de les mots guerre, ont un sens. voire crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y a une commission internationale rattachée à l'ONU qui parle de génocide? Est-ce qu'il y a des rapports des ONG, y compris des ONG israéliennes qui parlent de génocide? Oui. Est-ce qu'il y a une publication de Human Rights Watch hier, bien sûr, mais... ONG, qui dit que, y compris en ce moment dans ce qui se passe au Liban, Israël utilise des armes au phosphore qui sont un crime de guerre. Et comme je voyais que vous invitez régulièrement Monsieur Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, peut-être que vous pourriez lui poser la question de savoir si oui ou non ils utilisent des armes au phosphore qui sont des crimes de guerre et qui sont bannis par toutes les règles de la guerre et par toutes les règles internationales. Je suis pas sûr que vous lui poserez la question. Ah d'ailleurs les amis, il parle de Rafovitch. Il y a eu un article ce matin et je vois de quoi il parle, Manuel Bompard. À ce qui paraît, les Israéliens pour taper les Libanais, enfin envoyer leurs munitions, à ce qui paraît c'est des munitions au phosphore, les mecs. C'est sorti ce matin, là. C'est sorti ce matin. Des munitions au phosphore. Mais est-ce que CNews va faire un article sur ça ou en parler à la télévision? Je ne crois pas. Je ne crois pas, les gars. Eh oui. Donc là, c'est toi qui avais mis la fessée à Sardoche avec Ouais Eddy. Bonjour, salut, ça va? C'est moi qui ai gagné le débat contre Sardoche. Salut.
Ah, bref. Par contre, c'est quoi les noms des munitions au phosphore? Munitions au phosphore. Est-ce qu'il ça a un nom? Ah, il y a des articles. Ah, il y a 4 articles. Israël a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc. Qu'est-ce que le phosphore blanc que Israël est accusé d'avoir employé illégalement? Les gars, ça va s'enchaîner les articles comme ça. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences derrière? Je ne crois pas. Là, on parle de quelque chose de grave, les mecs. Je crois que les Syriens... Non, les Syriens, c'était autre chose. Je crois que c'était du gaz sarin. Les Syriens, l'armée syrienne avait utilisé du gaz pour attaquer les rebelles syriens. C'était un scandale mondial. Par contre, le phosphore blanc et Israël, y a rien. Armes chimiques, y a rien, les gars. C'est vraiment des psychopathes. Hein. Ah ouais, c'est vraiment des psychopathes. Non, c'est grave, genre. Mais je regarderai ça avec attention. Je sais que vous regardez beaucoup nos antennes et je m'en félicite. Parlons des municipales. Dimanche prochain, premier tour du scrutin. Vous avez 500 listes, je crois, qui seront présentes. C'est ça. Les Israéliens qui jouent avec bref. Sur le terrain, vous avez peu de municipalités, on va se le dire, vous en avez à peine 2. Pour l'instant, c'est le cas. La marge de progression, elle est assez facile pour vous. Je crois qu'on va progresser massivement pire. dans cette élection municipale. On a déjà largement progressé aux élections européennes. On a massivement progressé dans notre représentation parlementaire à l'Assemblée nationale. France Insoumise, c'est un jeune mouvement, il a 10 ans. Donc pour l'instant, effectivement, on dirige 2 municipalités. Il y a pire. Attends, c'est quoi cet article? Le mois dernier, j'ai lu un titre qui semblait irréel. Il disait que des milliers de Palestiniens à Gaza avaient été vaporisés, pas déplacés, pas blessés, pas tués, mais vaporisés. Il s'avère que le régime israélien a utilisé des armes thermobariques fournies par les États-Unis. Thermobariques, what the fuck? Thermobariques. Des armes thermobariques. C'est des armes de type conventionnel explosives qui combinent des effets thermiques, ondes de choc et de dépression. Ah oui, dépression dans le sens, ok, des bombes aérosols. Par exemple, un réservoir de combustible volatile sous forme de liquide, nanani, je sais pas quoi. C'est quoi les effets en fait? C'est quoi en fait? C'est quoi? Des armes thermobariques. What the fuck? Bombe thermobarique d'aviation à puissance accrue, surnommé le père de toutes les bombes. What the fuck? Père de toutes les bombes? Ok. Devient poussière. Vaporisé, poussière. Ah ouais, c'est... Tu te dissous. Ah ouais, quand même. Ah ouais, tu deviens poussière carrément. Waouh. Et on parle de vaporiser au sens littéral de la définition. Vaporiser, vaporiser. En gros, tu te décomposes sous l'effet de l'explosion qui atteint une température super élevée. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Même Oppenheimer est choqué. Ah ouais. Comme dans la Bible. Comme Shigaraki dans... Les gars, vraiment comme Shigaraki dans... L'attaque des Titans, rien à voir. Le My Hero Academia plutôt, pardon, excusez-moi. What the fuck, Israël, y'a rien dans ce pays, frère. Y'a rien dans ce pays, frère. Attendez, je remonte un peu la question, parce que là, ça parle des municipales. On ferme la parenthèse sur Israël, les gars, mais wesh, la dinguerie, frère. Non, c'est une folie, gros. Sur le terrain, vous avez peu de municipalités, on va se le dire, vous en avez à peine 2. Pour l'instant, c'est le cas. La marge de progression, elle est assez facile pour vous. Je crois qu'on va progresser massivement dans cette élection municipale. On a déjà largement progressé aux élections européennes. On a massivement progressé dans notre représentation parlementaire à l'Assemblée nationale. France Insoumise, c'est un jeune mouvement, il a 10 ans. Donc pour l'instant, effectivement, on dirige 2 municipalités qui ont une population inférieure à 20 000 habitants à chaque fois. Et je crois que là, on va diriger davantage de municipalités pour rentrer en force dans les conseils municipaux. Et c'est une bonne nouvelle, je crois, pour les habitantes et les habitants de ces communes, parce que les listes que nous défendons sont les seules listes qui défendent la gratuité de la cantine scolaire, par exemple, qui défendent le développement des centres de santé municipaux, qui défendent le référendum d'initiative citoyenne municipale. Donc si les habitantes et les habitants veulent avoir des politiques au service de leurs besoins fondamentaux, il faut voter pour les listes de la France Insoumise. Manuel Bompard, on est sur CNews Europe 1, vous maintenez partout, vous faites plus de 10%. Aucune alliance avec la gauche. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que partout où il n'y aura pas de risque de bascule des villes à droite ou à l'extrême droite, effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir présenter nos listes au second tour. Mais là où il y a des risques de droite et d'extrême droite, nous, on a une responsabilité. J'ai vu que le Parti socialiste, dans une décision absolument irresponsable,
considère que ce n'est pas grave, en quelque sorte, que des dizaines de villes puissent basculer à la droite ou à l'extrême droite. Pas nous. Donc nous, partout où nous sommes en tête au soir du premier tour, nous tendrons la main pour rassembler, battre la droite et l'extrême droite. Et l'inverse, si on n'est pas en tête... Vous retirez vos listes ? Non, on proposera de constituer ce qu'on appelle un front antifasciste, un front contre l'extrême droite, et donc on proposera ce qu'on a appelé des fusions techniques, c'est-à-dire on se rassemble pour mobiliser l'ensemble des électeurs. Avec qui vous allez vous rassembler ? Parce qu'a priori, le Parti Socialiste n'a pas franchement envie de faire des fusions techniques avec vous. Si le Parti Socialiste prend cette décision, c'est une décision ils l'ont annoncé. Hein. On verra, parce que vous savez, entre ce que dit le Parti Socialiste et ce qu'ils font réellement... Vous avez confiance sur le fait qu'ils vont se rallier à vous ? Non, je dis que s'ils confirment cette intention, je pense qu'ils porteront une responsabilité absolument historique de voir des centaines de milliers de personnes dans notre pays être dirigées demain par des municipalités de droite et d'extrême droite, avec des conséquences, de mon point de vue, qui vont être désastreuses et gravissimes pour les habitantes et les habitants. Un meeting à... Moi, je vais bien entendre. C'est bien ce qu'il dit. Hein, c'est bien. Faut le rappeler, les amis. Hein, parce que la journaliste, elle nous explique que le PS ne veut pas de la France insoumise. Manuel Bompard, il répond que si le PS refuse les fusions, c'est eux qui portent la responsabilité historique de laisser des villes passer à l'extrême droite, dans les mains de Bardella. Ah là 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 là. Je pense que c'est le moment le plus honnête de l'interview là, les amis. Hein. Parce que oui, dimanche, les gars, je connais pas vos villes, etc. Mais chaque situation est assez différente en fonction des villes. Oui, il y a encore 60 villes, je crois. 60 villes qui ont des accords avec le PS et LFI. 60 villes, c'est pas beaucoup quand même sur 40 000 villes, ou je ne sais pas, on est combien en France. Mais parce que c'est exactement le débat qu'on a à gauche. La France Insoumise t'explique qu'ils veulent bloquer le RN en se rassemblant. Donc fusion, etc., front antifasciste et tout. Le PS, d'un autre côté, a un autre son de cloche. Il t'explique qu'on bloque le RN en excluant LFI. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment le PS va faire pour bloquer le RN en excluant un parti politique qui a fait 3e à l'élection présidentielle de 2022 ? Faudra m'expliquer. Franchement, faudra m'expliquer. Parce que le RN va continuer à gagner des villes derrière. Hein. Donc bon, qui a raison derrière ? Waouh. Oh putain. Parce que vous regardez les discours, vous regardez les résultats des dernières élections où la gauche était unie. On a réussi à faire un barrage contre l'extrême droite. Et vous regardez derrière les résultats où ils étaient divisés. Bon, à voir, hein, parce que oui, il faut pas discuter qu'avec le PS, les mecs, hein, parce que le PS a des fusions, le PS, a des accords avec le PCF, avec les écolos, avec des divers gauches. Il faut pas attraper la veste que au PS dans cette histoire-là. Voilà. Même s'il porte quand même une responsabilité. Perpignan, Raphaël Glucksmann a estimé qu'on ne peut pas aller au combat contre l'extrême droite avec un boulet au pied comme la France insoumise. On ne lutte pas contre l'extrême droite avec ceux qui trahissent les principes républicains dans notre pays. Il a même comparé Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen après qu'il ait ironisé sur des noms à consonance D'abord, Jean-Luc Mélenchon n'a pas ironisé sur des noms à consonance juive. Il les a écorchés volontairement. Non, pas volontairement, puisque lui-même a fait un tweet pour dire qu'il avait écorché involontairement 4 noms, d'ailleurs, pas que de personnes à consonance juive. Hein, il a écorché, il a écorché le nom de notre propre candidat à Perpignan. Donc je pense que personne ne peut lui faire le reproche de lui vouloir du mal. Donc ça, franchement, c'est une polémique absolument grotesque. Quant à la lutte... Donc il n'est pas Jean-Marie Le Pen, pour répondre à M. Glucksmann. Mais Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen sont exactement à l'opposé sur le spectre politique, madame. Je vous ai parlé de l'Iran tout à l'heure pour vous donner un exemple, mais je pourrais vous parler d'autres sujets si vous voulez. Le programme que l'on défend, c'est un programme pleinement inscrit dans les principes républicain et totalement mobilisé dans la lutte contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie. Il n'y a pas de sujet sur ce sujet. D'ailleurs, aucun de nos candidats, contrairement aux plus de 20 candidats du Rassemblement national qui ont été impactés, pointés du doigt pour des propos racistes ou antisémites, il n'y en a aucun à la France insoumise. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Quant à la lutte contre le Rassemblement national, M. Glucksmann veut faire alliance avec M. Hollande. Vous savez, entre 2012 et 2017, la gauche dans ce pays, elle a perdu 20 points aux élections. En 2012, le Rassemblement national n'était pas au deuxième tour. En 2017, il l'était. Dans l'intervalle, c'est M. Hollande qui a dirigé le pays pendant 5 ans. Donc c'est la gauche qui est responsable de la montée du Rassemblement national dans le pays ? Je pense que pas la gauche. La trahison de la gauche,
le social-libéralisme, le quinquennat Hollande a fait effectivement beaucoup de mal à la gauche et a servi de carburant à la progression de l'extrême. J'ai vu les amis, j'ai vu que François Hollande sur son compte Twitter, il y a des moments où vous savez que tous les hommes politiques, quand ils interviennent à la télé, il y a des moments, il y a du clipping des meilleurs moments à la télé et ils sont postés sur Twitter. Vous regardez le compte Twitter de François Hollande quand il poste ces moments-là, comment il se fait insulter. Déjà, il s'est fait insulter, c'était sur RTL, je crois. Il s'est fait massivement insulter quand il avait dit quand même qu'il n'avait pas besoin de Mélenchon pour faire le barrage contre l'extrême droite. Vous regardez les commentaires, il y a plein de personnes qui disent « Mais frérot, on va jamais voter pour un traître. T'as trahi la gauche, etc. » Mais faut continuer les mecs. Mais après, encore une fois, il faut que ça se traduise. Il faut que ça se traduise dans les urnes. Il n'y a que les urnes, les amis. Il n'y a pas d'autre solution. La France Insoumise t'explique que c'est la révolution par les urnes. Bon, les gars, y en a qui veulent une révolution par les rues. C'est un peu plus compliqué. Mais il faut tenir bon. Faut pas laisser entrevoir l'idée que François Hollande peut s'installer dans le paysage politique français, peut faire un véritable comeback. Moi, ça me ferait chier, les amis, je vous jure que ça me ferait chier. Si François Hollande fait un comeback après ce qu'il a fait durant son quinquennat, je vais perdre espoir en la politique. Merci à Vélo Santo pour le sub. Merci, mon gars. Je vais perdre espoir, gros. On peut pas laisser François Hollande faire un comeback après ce qu'il a fait. Je peux pas accepter ça. Non. Extrême droite, et malheureusement, ça s'est poursuivi ensuite avec les politiques Donc Macron. vous pourriez vous associer avec des gens du Parti socialiste après m'avoir dit ça ? Mais moi, je dis ça, donc je suis assez clair, je pense, sur mes désaccords. Je crois pas que tous les socialistes soient d'ailleurs d'accord avec le quinquennat, le bilan du quinquennat de François Hollande. Pour autant, je sais prendre mes responsabilités et je sais les conséquences dramatiques d'une ville dirigée par le Rassemblement national. Parce que j'entends parfois des gens dire « Oui, on n'a jamais essayé, on va essayer ». Ah bah si, on a essayé, madame, on a essayé. Quand à Hénin-Beaumont, le maire du Rassemblement national privatise la piscine, bah à la fin, c'est 70% plus cher. Et dans toutes les villes, c'est des élus... Là, on rentre dans le détail de certaines... Je ne vais pas ouvrir tous les compteurs de temps de parole. On va pas citer... Non, mais dans toutes les villes. Voilà, on va parler comme ça. Dans toutes les villes où le Rassemblement national dirige, par exemple, les premières décisions, c'est d'augmenter leur propre salaire des maires. Vous voyez ? C'est couper les subventions au secours populaire. C'est couper les subventions dans les centres sociaux. Ah bah vous pouvez vérifier, madame. Vous pouvez vérifier les informations que je viens de dire. Je ne peux pas donner d'exemple concret, mais vous pourrez les vérifier. On a parlé des socialistes qui veulent un cordon sanitaire, quasiment autour de LFI. Vous sentez comme les pestiférés à gauche ? Moi, j'ai plutôt l'impression que le cordon sanitaire pour protéger la République aujourd'hui, c'est la France insoumise. Y compris quand je vois la dérive absolument stupéfiante de la droite. Quand j'entends par exemple la candidate, alors il faut pas que je cite de nom, candidate à reprendre le slogan qui a été le slogan elle dit qu'elle ne savait pas. C'est comme Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas fait exprès. Ah bah je crois pas qu'elle ait dit ça, et je crois pas qu'elle se soit excusée. Famille, travail, patrie, la meuf elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était le slogan du maréchal Pétain. Vous vous rendez compte de la gueule de nos politiques ? Et on va la croire en plus. La meuf nous fait croire qu'elle ne savait pas que c'était maréchal Pétain, genre. Oh, s'il te plaît, le mensonge. Bref, quand je vois la dérive à laquelle une partie de la droite dans ce pays aujourd'hui se livre et est en train de fusionner avec l'extrême droite, je pense que heureusement qu'il y a la France insoumise pour défendre les principes de la République. Un tout petit mot des écologistes. Marine Tondelier, pareil, a dénoncé une ingérence de LFI. La France insoumise est dans une stratégie de désunion. Elle veut transformer les municipales en champ de ruines pour la gauche. Ce sont vos partenaires, pourtant. Écoutez, c'est précisément... Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Mais vous avez entendu ce que je vous ai dit, c'est précisément l'inverse. Nous, on propose au deuxième tour des élections municipales de constituer... Mais c'est dingue les questions de la journaliste, les amis. Franchement, tu observes l'interview, la journaliste, elle pose rarement des questions. C'est que des affirmations déguisées en questions. Ah, Tondelier, c'était une catastrophe, les amis. Genre, tout à l'heure, elle a dit le Hezbollah a attaqué en premier. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est vraiment le commentaire d'une journaliste. Ensuite, elle pose la question, est-ce que vous soutenez le régime islamique ? C'est pas une question, c'est limite une accusation. Je sais pas. Ensuite, vous êtes les pestiférés à gauche. C'est pas une question là, c'est littéralement une sorte de cadre, un cadre qu'elle installe dans l'interview, genre. Malheureusement les amis, c'est l'exercice de tous les membres de la France insoumise. Genre, désolé, mais 80% du temps dépensé par Manuel Bompard, c'est pour réfuter les affirmations de la journaliste. Et Manuel Bompard n'a pas l'espace en fait pour poser son cadre, installer son cadre à lui. Il a répondu contre Rima Hassan, il a répondu contre Marine Tondelier, il a répondu contre François Hollande, il a répondu sur Glucksmann. Frère, c'est... En fait,
Je ne dis pas qu'il faut changer de stratégie, mais le problème de la France insoumise, c'est pas un problème en mode c'est un reproche, les amis, hein, c'est pas un reproche, malheureusement c'est le jeu des médias mainstream, c'est en fait, ils n'arrivent pas à installer leur cadre, à s'imposer. Mais malheureusement, c'est la pieuvre qui happe la France insoumise. Ils peuvent pas installer leur jeu, un peu comme sur League of Legends. Genre sur League of Legends, quand tu te prends un 10-30, t'as du mal à installer ton jeu. Comme sur Hearthstone. Comme sur Hearthstone aussi. Comme sur TFT. Comme sur League of Legends. Comme sur Yu-Gi-Oh! Comme sur les 2P Beyblade. Comme sur Inazuma Eleven. Comme sur FIFA. Pardon, j'arrête. J'arrête. Tu es partout un front antifasciste pour battre la droite et l'extrême droite. Si Madame Tondelier... Mais qui est fasciste pour vous? Parce qu'on a l'impression qu'à part vous, tout le monde est fasciste. Ah non, pas à part nous, tout le monde est fasciste. Alors, mais si vous... Qui n'est pas? Le suprémacisme, le fascisme, si vous ne l'identifiez pas dans les programmes politiques de celles et ceux qui veulent faire régner partout la loi du plus fort, qui veulent détruire le droit international à l'échelle internationale, qui veulent petit à petit imposer des politiques qui sont des politiques discrètes. Donne pas des pales à tous les gauchistes. Non, je dis simplement que l'exercice, en fait, ils sont obligés de se plier à l'exercice, de subir, parce que n'oublions pas que ça draine des millions de téléspectateurs. Ils sont obligés de tanker, les mecs. Ils sont obligés de tanker. C'est triste, mais ils sont obligés d'accepter ça, les mecs. Vous me dites que oui, il faut boycotter ces chaînes, etc. Tu peux pas boycotter des chaînes qui drainent des millions de téléspectateurs. Tu peux pas, les gars, tu peux pas, c'est impossible. Sinon, tu laisses l'espace à l'extrême droite. Si c'est pas Manuel Bompard qui sera... Si Manuel Bompard, il refuse, ils ont un remplaçant du nom de Éric Zemmour, de Sarah Knafo, de Éric Ciotti, de Laurent Wauquiez, qui n'existe plus maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Défends du coup. Non, mais je défends l'exercice. Mais si tu veux te poser et tu analyses, tu vois bien que... il ne peut pas installer son jeu, malheureusement. C'est du commentaire, c'est de l'analyse, on l'observe, mon ami, hein, on l'observe. Genre, mets des lunettes et tu vois que quand même, c'est une prise d'otage. Discriminatoire, y compris qui classe les Françaises et les Français en deux catégories, considérant qu'il y a en quelque sorte des vrais Français et des Français de papier. Si ça ne vous paraît pas une politique suprémaciste d'inspiration fasciste, pardonnez-moi, dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes références historiques. Pas, donc je pense que l'extrême droite a un programme, évidemment, qui a un programme d'inspiration fasciste, et je pense qu'il y a une partie de la droite, aujourd'hui dite républicaine, qui malheureusement, petit à petit, se rapproche de ses positions. Quand M. Retailleau, président du parti Les Républicains... Il est fasciste, lui aussi. Écoutez, beaucoup, hein. Madame, vous pouvez rigoler sur ce sujet, mais quand j'entends des gens comme M. Retailleau dire qu'il y a une partie des Français qui sont en régression vers leurs origines ethniques, hein, je cite les propos tels qu'ils sont, c'est-à-dire en quelque sorte qu'il y aurait des races inférieures, c'est ça, et qu'une partie des Français serait en régression vers ces origines ethniques. C'est ça que voulait dire M. Retailleau. Je sais pas, régression vers les origines ethniques, à votre avis, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas entendu. La question, comme par hasard, elle n'a pas la réponse. Hein. Elle a la réponse de savoir si le Hezbollah a attaqué en premier ou pas. Elle a bien la réponse. Mais par contre, sur la question qu'il vient de poser, ça veut dire quoi, régression ethnique, etc. Elle n'a pas la réponse comme par hasard. C'est fou ça quand même. C'est dingue ça. Hein. Mais moi je crois que c'est ça que ça veut dire. Oui, je considère que c'est des propos qui sont inacceptables. Et voir ces gens-là se prétendre ensuite les défenseurs de la République, ou les gens aptes à pouvoir mettre un cordon républicain contre qui que ce soit, franchement, ça me ferait presque sourire si c'était pas dramatique. Donc c'est vous les défenseurs de la République? Évidemment. Par contre, quand c'est la France Insoumise et Mélenchon qui parlent, il n'y a pas de problème pour interpréter des paroles vagues, je te jure. Par contre, quand c'est Retailleau, il n'y a personne qui reprend l'expression de Retailleau, personne porte une analyse, non. Par contre, Mélenchon, c'est « Ah, il a changé un nom de famille, ah, c'est antisémite. Ah, Mélenchon, il a fait ça, ah, c'est antisémite. Ah, voilà. Mais quand c'est les autres, jamais. Ah oui. Évidemment que le programme que l'on défend, c'est le programme qui défend les principes républicains, l'égalité entre tous les citoyens, le refus de toute forme de racisme et de discrimination, et puis la bataille pour la justice sociale, la justice fiscale. Oui, bien sûr, c'est la France Insoumise qui défend ses positions, madame. Et n'en déplaise aux polémiques médiatiques qui, bien souvent, s'appuient sur des interprétations absolument honteuses de nos propos, sur des caricatures, ou parfois, vous l'avez peut-être vu hier, sur des ingérences. Puisque maintenant on apprend qu'il faut parler d'ingérence russe, c'est ça? Ah non, pas d'ingérence russe. C'est le journal Le Monde qui a publié hier un article qui dit que dans cette campagne des municipales, les candidats de la France Insoumise sont ciblés par des agences d'influence qui créent des faux sites avec des faux comptes sur les réseaux sociaux pour propager des fausses informations contre nous. Donc je dis aux électrices et aux électeurs, soyez vigilants contre ces influences et allez consulter les programmes, votez sur la base des programmes.
pas des caricatures et des bêtises que vous entendez parfois à la télévision, parce que parfois c'est fait sur la base d'agences d'influence et ça nous attribue des positions qui ne sont pas les nôtres. Et d'ailleurs les amis, hein, ils en ont pas trop parlé dans les médias mainstream, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis hier et aujourd'hui. Il y a une agence étrangère qui sabote la campagne municipale de François Piquemal, je crois, et de Sébastien Delogu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que il y a des indices comme quoi c'est Elnet. Mais qui est Elnet, mesdames et messieurs? C'est un lobby pro-israélien. Donc, encore une fois, on a une agence israélienne qui fait de l'ingérence à l'intérieur de notre démocratie et ça ne dérange personne. En Russie, c'était le bordel, ingérence russe. Ah non, c'est pas normal, nanani, nanana, ingérence étrangère. Elon Musk, qui a fait de l'ingérence aussi étrangère dans l'Union Européenne, ça avait attrapé la veste d'Elon Musk. Par contre, encore une fois, pour Israël, on ne dit rien. On ne dit rien. On ne dit rien. Ça accuse, les gars, pour vous dire dans l'article, hein, ça accuse Sébastien Delogu et François Piquemal de viol. Ça les accuse de tout et n'importe quoi. Et ça fait la promotion avec des bots qui alimentent tout ça. Avec le lobby Elnet qui programme des tweets, etc. Qui crée des sites pour montrer que ceci est un violeur, que lui est un pointeur, etc. etc. Je vais me moucher. C'est chaud. Les gars, c'est chaud. C'est chaud. Les gars, pour conclure cette interview, vous dites que Manuel Bompard, il n'est pas assez offensif, etc. En fait, la seule manière de s'en sortir, c'est de refuser de jouer le jeu de CNews. En fait, CNews, ils vont créer en fait ce moment télévisé. Ils veulent créer ce moment, ce clash. Ils veulent créer ce moment-là. Faut pas regarder les polémiques, les amis, parce que eux ils veulent la polémique avec la France Insoumise pour en tirer encore une fois une news du jour, pour ensuite débattre là-dessus. Faut pas regarder les polémiques, faut juste regarder les votes. Allez voter, allez lire les programmes et ensuite bonne chance. S'ils rentrent dans leur jeu, ça va clip farm. Exactement. Exactement les gars, exactement. Et les députés Bompard, ça l'a saoulé, il a plus d'énergie pour ces bêtises, je te jure. Enfin,